Fait chaud, man! Chaud ici, n'importe quoi. C'est fou, aujourd'hui. Je veux organiser une retraite. C'est un gars de Montréal, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit Cahier de notes. Ouais, c'est ça. Cool, man. Merci d'être là. C'est hâte. Ouais, je pense que ça va être cool. Ouais. C'est drôle, mais avant que j'arrive puis avant que tu t'en viennes, je me suis dit que nous deux, on avait vraiment un gros point en commun. Puis ça, c'est... Être où? T'es-tu roux? Bah, Un peu, tant. un peu, oui. Pas tant. Un peu, oui. Mais non, ça remonte à... Je me souviens plus quelle année, là. Peut-être que tu vas être meilleur pour t'en souvenir, mais ma première compétition de CrossFit a aussi été ton premier événement que tu as créé back in the days, là, quand tu t'es lancé un petit peu... Avec la Big League. Ouais, ouais, exact. Il y a 8 ans. Ouais, Il y a 8 ans. ouais, c'est ça. T'as fait lequel? Le premier, là, je pense que c'était à votre centre d'entraînement, là, à CrossFit Saint-Jean, justement. Même c'est... Je pense que c'est avant la Big League, même. Parce que le premier événement de la Big League avait été à Trois-Rivières. Oh, ouais, c'est l'événement local, là. Événement local à votre centre, là. Dans l'entrepôt à côté. Ouais. Fait que pour mettre un peu les gens en contexte, c'est qui Alexis Leblanc-Vazinet? Alexis, c'est quoi? C'est un propriétaire de centre d'entraînement. Vas-y donc, décris-toi donc un peu. Entrepreneur depuis 2011, propriétaire d'un centre d'entraînement à Saint-Jean-sur-Richelieu, copropriétaire de tous, là, mais copropriétaire d'une compagnie d'Inge qui s'appelle 50-50 qui est montréalaise et copropriétaire des CrossFit Atlas Games, événements sanctionnés en 2020. Ouais, fait que si on résume un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec CrossFit dans la dernière année, c'est que là, il y a eu un changement dans comment que les compétitions sont setées pour se classer pour les Games, les CrossFit Games. Puis il n'y a plus de régionaux, fait qu'il y a des événements sanctionnés. Fait que toi, étant un petit peu dans le monde de l'événement, depuis, là vous êtes en train, là vous avez officiellement... Ouais, là c'est officiel. C'est officiel depuis... réellement depuis décembre 2018. Ça a été annoncé janvier 2019. Que vous alliez avoir un événement sanctionné pour les CrossFit Games à Montréal. Ouais, exactement. Fait qu'il y a comme, via CrossFit Atlas Games, il y a un homme, une femme, une équipe qui vont pouvoir se classer pour les CrossFit Games de 2020. Ça, c'est le pattern facile. Puis, au total, on va être 28 événements sanctionnés pour l'année 2020. Il y en avait 16 en 2019. Fait que la saison d'événements sanctionnés en 2020 commence en Irlande le 22 novembre. Puis à chaque semaine, jusqu'à la fin juin, il va y avoir un événement sanctionné, chaque fin de semaine. Quand tu dis sanctionné, ça veut dire que c'est la seule méthode, dans le fond, pour entrer dans la ligue d'athlètes pour les CrossFit Games, c'est ça? Ça et les Open. OK. Puis là, toute ton expérience d'événement, là, j'aimerais ça avoir un petit peu, d'une perspective de quelqu'un qui a vu vu les événements au Québec. Je l'ai vu aller, mais d'une perspective de la personne qui a organisé ça, c'est quoi le process que tu as eu depuis le tout début, justement depuis cette première compétition de CrossFit que moi j'ai fait? Toujours essayer de donner une plus grosse expérience aux athlètes, aux spectateurs. Il y a beaucoup de belles compétitions qui se font dans les gyms, même d'autres qui sont en dehors des gyms. On essaie d'amener ça, puis ça date depuis 2011 réellement, que c'est parti petit, on a grossi à chaque année. On essaie d'amener ça au niveau suivant. Fait on essaie de mettre des feux d'artifice éventuellement à l'événement, de faire les choses que certaines personnes font pas, de faire des choses que on prend beaucoup d'idées sur d'autres sports alternatifs, sur le UFC par exemple, Vous inspirez pas juste du CrossFit. Exact. On sort. Le but c'est de sortir de là, voir quel sport qui marche, quel spectacle qui marche, puis comment qu'on peut amener le monde à vouloir venir s'asseoir dans les estrades, à regarder une compétition de CrossFit pendant une journée complète, puis comme pas être tanné, pas vouloir partir. Puis à travers les années, mettons, ça a évolué, clairement. C'est quoi les plus grosses erreurs puis les plus grosses réussites qui ont fait partie, dans le fond, des enjeux, là? Plus grosse erreur avec Atlas a été d'aller trop gros, trop vite. Vous avez la première année. Ouais.
Puis de l'autre côté, ça pourrait été notre meilleur move à faire pour mettre notre nom, pour montrer ce qu'on allait faire. Même si la première année, ça a été une année extrêmement déficitaire en termes d'entreprise. Ouais. Après ça, on a été, disons, respectés pour voir où on s'en allait puis voir qu'est-ce qu'on allait faire. Ouais. Puis c'est quoi les commentaires, mettons, que les gens y pensent par rapport à ça? T'sais, c'est quoi les commentaires que vous recevez par rapport à leurs expériences positives puis leurs expériences négatives? Est-ce que ça correspond à ce que tu viens de me dire là? Ouais, l'expérience, on a beaucoup de feedback expérience athlète, parce que les athlètes, tout de suite après, vont dire si ça a bien été, si ça a mal été, s'ils ont aimé ça, s'ils n'ont pas aimé ça. Majoritairement positif. Réellement, il n'y a pas eu beaucoup de négatifs provenant des athlètes suite aux événements, mis à part des petits délais d'horaire parfois, des choses qui vont arriver partout, peu importe quel genre d'événement tu fais. Ouais. C'est des petits anicroches qui vont arriver tout le temps. Ouais. Côté, mettons, si on va un petit peu plus loin, il y a des côtés négatifs de la classe qui sont arrivés, des événements qu'on a annoncés qui n'ont pas eu lieu. Que la raison, c'est qu'on a essayé des choses, de s'implanter dans des marchés déjà inondés de compétition, entre autres. Puis on le savait, puis le but c'était pas nécessairement de prendre les compétiteurs de d'autres compétitions. C'était d'essayer de rassembler encore plus de monde vers des régions qui sont pas nécessairement au centre-ville de Montréal. Puis ça fait que parfois on perd. On a réellement annulé comme 2 événements que ça a déçu tous les gens qui étaient impliqués, inscrits. Ouais, tout le monde qui t'aide autour de ça aussi. Ouais, c'est ça. Tous les bénévoles qui étaient déjà impliqués, tous les athlètes, certains sponsors. Puis la déception était là. Puis avec du recul, en gros, on parle de l'événement qui était supposé avoir en avril 2019 à Toronto. Ouais, ok. Puis avec du recul, il n'y a pas eu tant de côté négatif suite à ça. Il y a des athlètes qui nous l'ont dit qui étaient déçus. Tout le monde était déçu, mais ça l'a fini là. Ouais. C'est pas... Ça fut une bonne décision d'annuler versus de donner un mauvais événement par rapport à ce que... Ça aurait été un mauvais événement, à ton avis, si vous avez... Ça aurait été un bon événement, mais pas à la hauteur de ce qu'on a livré jusqu'à maintenant, ce que les athlètes et les sponsors s'attendent. Ouais. Moi, pour avoir travaillé sur plusieurs tournages d'événements pour des grosses compagnies là, comme Tough Mudder, Color Run, Skull Candy, je n'ai vu de toutes les couleurs, là, puis on parle d'une dizaine de milliers de personnes là, qui participent aux événements. Puis pour avoir été en arrière, derrière le rideau un petit peu, là, sur toute l'organisation nécessaire qui a besoin de ça, there's so many fuck-ups qui arrivent tout le temps. Vous autres, c'est quoi qui a fait en sorte que ces fuck-ups-là ont été le plus damage control là, selon vous? Ou des choses qu'on aurait peut-être pas vues. Il y a plein de choses que le monde ne voit pas en fait. Des behind the scenes. Autant tout a été dans ces behind the scenes là, que tout ce qui se passe en arrière, la majorité des gens en avant ne le voient pas. Ouais. Les autres, il y a du délai, il y a du délai, ça va se replacer. Quelque chose qui lâche, ça va se replacer. Tout finit par revenir. T'as jamais le background de ce qui se passe. Il y a plein de choses qui vont mal à chaque année. De l'équipement qui ne fit pas, de l'équipement qui brise, du staff qui est pas présent, qui est manquant. En fait, notre plus gros problème était toujours un manque de bénévoles parce que l'événement tient sur ses bénévoles. Moi, je veux qu'on parle de ça. Moi, je veux qu'on parle. Tu as touché un sujet sensible, là, les bénévoles. Je pense qu'il y a pas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui mettent beaucoup d'énergie pour les remercier, ces bénévoles-là. Comme vous faites, comme plusieurs compagnies font. Mais je pense que chaque compagnie est vraiment content d'avoir des bénévoles lorsqu'ils viennent à des événements comme ça, parce que sans des bénévoles, la plupart des événements ne pourraient pas fonctionner. On s'entend. Mais le monde là, qui bitch un peu là-dessus, ou les gens qui pensent qu'ils devraient être payés pour faire ce qu'ils font, je pense qu'ils n'ont pas encore la compréhension. Ils n'ont jamais travaillé nécessairement dans le milieu où... Pourquoi on a besoin de bénévoles? C'est des coûts à ça. Là. C'est pas comme si la compagnie faisait des millions. Là. Non, puis la réalité, c'est que la compagnie perd des milliers en fait depuis le début. Fait que, tout le monde pense que. J'ai une discussion ouverte un peu sur combien d'argent je gagne par année, puis combien la compagnie fait, parce que. T'es transparent avec ça? Super transparent parce que on n'en fait pas d'argent. Le but, c'est en faire.
parce que c'est une compagnie, puis je veux vivre de ça, mais l'histoire des bénévoles, c'est que on essaie de les en donner le plus possible. On essaie de récompenser le temps qu'ils vont faire. On essaie de créer des horaires qui fait qu'ils peuvent profiter de l'événement. Puis encore plus cette année, on est en train de monter un horaire de bénévole qui fait que, en tant que bénévole pour CrossFit Atlas Games, tu donnes ton temps pour une demi-journée. Ouais. Tu as une demi-journée pour profiter de l'événement. Okay. Tu fais ça sur 3 jours. Tu n'as pas de billets à payer. Tu as des accès exclusifs aux arrière-scènes. Tu as des accès exclusifs aux athlètes. Tu vas avoir des rabais dans tous les kiosques qui vont être là. Tu vas avoir des cadeaux. Ouais. Tu sais, au total, tu vas te donner disons, 6 heures par jour. Ouais. Fait qu'un 18 heures de ta fin de semaine. Ouais. Puis en cadeau, tu vas vraiment avoir autour de 200-300$ de stock. T'es pas payé. Ouais. T'as pas payé pour venir. Ouais. C'est un peu comme Daniel Suivant aussi, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, autant nous que toutes les autres compétitions qui sont là avec nous au Québec, si la communauté veut que ces compétitions-là restent, ça prend cette implication-là. Ça prend se dire que il n'y a pas tant d'argent que ça à en faire, puis que tant que ce sera pas une grosse business, puis même la journée que ça va être une grosse business, regarde Wodapalooza, là. Ouais. Wodapalooza a à peu près 800 bénévoles durant la fin de semaine. Ouais. Là-dessus, il y a les directeurs de stage, certains directeurs de stage, même pas tous, qui reçoivent une paye. Puis on parle pas de grosse paye, là. On parle pas de 2000$ pour la fin de semaine. Ouais. C'est souvent du monde, en plus de ça, qui travaille au courant de l'année, à temps partiel, à monter l'événement. Fait que tu sais, Wodapalooza, c'est une grosse business, ils font de l'argent, ils ont un super beau modèle d'affaires, puis le monde tripe à aller là-bas. Est-ce que les kiosques ont beaucoup à avoir, mettons, sur, les sous qui vont être, les revenus, en fait? Les kiosques qui vendent les matériels, tout est une question de sponsorship. Ouais. Puis au-delà des kiosques, il y a vraiment les partenaires de site, partenaires majeurs, les fournisseurs qui viennent donner des services qui nous aident à rouler l'événement. Là. Oui, il y a du monde qui pense que je peux partir ce podcast-là pour faire du cash. Évidemment. Mais la différence, c'est que c'est en fait une perte. Oui, c'est sûr. Par rapport à mon temps, puis tout le temps que ça prend. Mais tu sais, c'est comme pour faire de l'argent avec ça, je veux dire, c'est des années-lumière. Là, sauf que la journée que tu vas pouvoir faire de l'argent. Ouais. Ouais, le hustle va avoir été là, mais. Ouais, je sais, c'est ça. Mais si tu prends cette journée-là, que tu fais whatever, le montant d'argent versus les années que ça va t'avoir pris de te rendre là. C'est un investissement à long terme. Là. Si un jour tu fais 50 000$ pour un podcast, ben, ça t'aura pris 4 ans de monter. Ce 50 000$ là va être réparti en une infime partie. Ouais. Tu sais que Joe Rogan, c'est, je pense, 25 à 50 000 par podcast 3 fois par semaine. Ça, c'est juste pour l'audio. Puis pour le vidéo sur YouTube, je pense que ça tourne dans les centaines de mille. C'est assez incroyable là, quand même. Puis c'est une équipe de 2, là. C'est une équipe de 2 personnes. Mais même que c'est fou, on parle de ça, puis avant toi, il y a eu 2 personnes qui sont venues au podcast, Greg Langto, puis Marston Sawyer, qui est l'ancien gars des médias chez CrossFit. Okay. Le gars qui faisait toutes les vidéos, qui a fait The Fittest on Earth. Et sa face en... Ouais, avec Eber Weber, là. Puis... En fait, la réalité, c'est ces 2 gars-là qui sont venus au podcast, mais ils en ont pas nécessairement parlé. Marston, il en a parlé, mais Greg, il en a pas parlé. C'est juste que Greg, il me disait qu'il allait au French Throwdown, une autre compétition sanctionnée, de ses poches, tu sais, une partie de ses poches. Puis Marston, lui, il va à des événements, c'est un gamble à chaque fois. Genre, c'est tout son argent à lui, puis il espère qu'avec ses vidéos et avec tout le contenu qu'il va créer, ça va sortir quelque chose. Puis c'est des commanditaires rendus là encore une fois. Puis comme là, quand ils ont perdu leur job, ils ont été justement, je pense que c'était au UK, je pense que c'est la première compétition de CrossFit qu'il y a eu sanctionnée. Ouais, je pense qu'ils sont allés au... WIT Trade. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ben, ils ont eu un gros boom, mais c'était un gros gamble. Là. Ils ont décidé ça une semaine avant. Là. Puis finalement, tu sais, ça leur est revenu d'une certaine façon, mais je pense qu'il faut être un peu gambler si on veut que ça avance. Là. Ouais, surtout présentement. Avec tout ce qui se passe dans ce monde-là, puis tu sais, Greg, il a aussi été au Wodapalooza à ses frais pour prendre l'expérience, pour s'en mettre en map. Puis
ça va prendre une couple d'années avant que ça puisse être rémunéré. Puis moi, j'entends du monde parler justement de ce genre de situation-là, puis le monde à l'extérieur qui ne savent pas, mettons que ces gens-là ils vont à leurs frais, ils voient ça à des fins mettons, de vanité ou de narcissisme. Mais dans le fond, puis c'est drôle parce que Greg a fait un post ce matin par rapport à comment il se sentait quand il parlait au micro. Puis c'est pas ça, là, c'est par rapport à comment tu te sens par rapport à ça, puis qu'est-ce que tu peux redonner. T'sais. C'est le fun, là. Ouais. C'est le fun à faire. Tu sais, mettons, en fait, moi je vais aller au French Showdown aussi, puis réellement c'est juste pour comme 2-3 meetings avec d'autres événements sanctionnés, mais un peu comme Greg, c'est de l'argent qui sort dans ma poche pour juste être là parce qu'il y a des choses qui doivent être discutées pour la saison prochaine. Ah ouais, même, fait que vous avez des discussions entre événements sanctionnés? Ouais, on a eu, ça va être le 3e meeting avec le monde des événements sanctionnés. Ah ouais, hein? Puis vous vous aidez à travers tout ça? Le but réel, là, c'est comme une coopérative. Là. Ouais, c'est un aide global. Je pense qu'on peut en parler là, parce que ça s'en vient, puis il y a des choses qui vont bouger ou qui ont déjà bougé. Il y a beaucoup d'événements sanctionnés, il y a beaucoup de qualifications en ligne. Ouais. Puis tu sais, un des patterns qu'on parle depuis mars avec, entre autres, Wallapalooza, avec Filthy 150 en Irlande, avec French Throwdown, avec CanOS aussi, qui va être l'autre sanctionné au Canada. Ouais. Ah, il va en avoir un autre au Canada? Ouais, on a un autre en fin juin 2020. Tout court. Ouais, non, il y en a beaucoup. Là, ouais. Puis, il y a trop de qualifications en ligne pour ce que le calendrier peut accepter. Hey Tom, ça filme ça encore? Ok, c'est bon. Je me demandais. Sorry. As-tu déjà filmé? Non, mais c'est juste que des fois ça arrête, fait que je peux me demander. Mais ouais. Fait que il y a beaucoup sur le calendrier d'événements. Fait que toutes les fins de semaine sont déjà bookées pour des événements. Puis chaque événement va créer une ou deux qualifications en ligne qui prennent normalement entre 10 et 15 jours ou même 20 jours. Fait que si tu fais le calcul de ça, fois 28, ça fait juste aucun sens le nombre de semaines qui sont allouées à des qualifications en ligne versus le nombre de semaines disponibles. Fait que le travail est de prendre des qualifications, prendre quelques événements sanctionnés, faire des qualifications communes sur lesquelles les athlètes pourraient participer une fois, puis se classer pour peut-être 4 événements, peut-être un seul. Ouais. Mais comme ça, quand tu fais une qualification, ben tu peux décider de la faire pour, disons, Atlas, pour Wallapalooza en même temps, ou pour les deux. Fait que tu pourrais te classer pour les deux éventuellement, ou juste décider d'en faire une ou l'autre. Smart. Tu aurais les mêmes workouts, tu aurais le même time frame, mais tu n'as pas à être impliqué à faire les qualifications en ligne semaine après semaine. Ouais. En fait, en m'en venant ici, tantôt, j'étais au téléphone avec Jamie Nugent, qui nous aide avec Atlas, qui est en Ontario. Puis il m'a raconté qu'il y avait une de ses athlètes que pendant le Mid-Atlantic Championship cette année, entre des workouts qu'elle faisait pour la compétition, elle allait en arrière dans le warm-up area, filmer des workouts pour notre qualification en ligne. Fait que tu sais, ce pattern-là n'est pas supposé arriver. T'es pas supposé en tant qu'athlète avoir... Et là, pourquoi elle faisait ça? Parce qu'il y a un événement qu'elle voulait se classer pour aller participer. Ok, mais là, elle était déjà une compétition, c'était pas assez important pour elle? Ou... Ben, pas que c'est pas assez important, mais le monde... C'était pas assez certain qu'elle se classe. Ouais, c'est ça, le monde, tu sais, il y a quand même juste une personne ou une équipe qui se classe, fait que le monde va se promener, tu sais. Je parlais avec Alexandre Caron cette semaine, qui était au Brésil, qui a quand même bien fini, qui s'est pas classé. L'année prochaine, Alex, il en fait probablement 4 compétitions. Ouais, pour essayer de se classer. Plus les Open pour essayer de se classer. Ouais. Une grosse année, ça. C'est une grosse année, ça va être une grosse année pour tout le monde. Ça va être la vraie première année. Puis au-delà de ça, les athlètes veulent faire ça comme un sport professionnel. Ben, en tant qu'athlète professionnel, il y a des bourses dans toutes ces grosses compétitions-là. Ouais. Si tu veux vivre de ça, t'as pas le choix. Il n'y a pas un golfeur sur la planète qui fait une compétition, qui fait un tournoi, puis après ça, ils sont chez eux, il attend le master. Mais là, on va voir de plus en plus, justement, les athlètes de CrossFit être un peu comme des athlètes comme dans d'autres sports, où qui ont justement une game de hockey à chaque semaine, une game de football, whatever. Là, il va falloir qu'ils s'entraînent aussi en conséquence de peut-être pas tout le temps être au pic de leur performance, mais comme... Non, mais tout le temps être assez bon, assez présent, voyager pour le sport. Puis il y a aussi être capable de se vendre en tant qu'athlète. Parce que, je sais pas,
j'avais une discussion avec un autre coach où ce qu'il me disait justement, tu sais, un bon coach, oui, c'est important qu'il ait des bonnes compétences quand il coach, mais c'est aussi important qu'il soit capable de partager cette information-là avec notre nouvelle ère qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est social media. Puis si cette personne, si ce coach-là, ou peu importe, puis tu sais, je juge pas, c'est une opinion, fait que j'entends déjà du monde dire mais peu importe, si t'es pas en train de partager le contenu que tu fais, puis de créer, de continuellement créer, puis essayer d'aller reacher du monde, pas à des fins de vanité, mais bien à des fins d'améliorer la situation de tout le monde, ben t'es juste en train de gâcher ton talent. T'es juste en train de gâcher tes compétences. Avec les médias sociaux, t'as plus le choix. Oui, mais de pas le faire, puis de dire que moi, c'est pas pour moi, fait en sorte que c'est un peu comme un jeu vidéo, tu sais, quand tu choisis quelqu'un là, que tu choisis, puis son stamina il est à tel niveau ou whatever. Ben, un coach, c'est ça. Il a ses compétences, il y a comment il divulgue l'information, il y a comment qu'il le fait en personne, il y a comment il le fait en ligne. Tous ces aspects-là sont importants. Puis si on transfère ça un peu à un athlète, c'est un peu le même principe. L'athlète a besoin d'être bon sur le terrain. Il a besoin d'être bon sur le terrain. Il a besoin d'être beau sur le terrain, si on peut dire ça. Bien bouger. Bien bouger. Puis, tu sais, je parlais de spectacle tantôt. Tu es un athlète qui va interagir avec la foule de plus en plus. Oui, tu veux sourire, célébration bonne ou mauvaise, tout le temps respectueux, par exemple. Ouais, le leadership avec les autres athlètes, je suppose. Tu sais, les athlètes sont là. Tu sais, c'est du CrossFit, là, tu compétitionnes contre toi-même, puis c'est vrai dans la compétition. Là. Oui, tu veux finir premier, oui, tu veux battre tout le monde, mais si toi, tu performes pas, c'est pas de la faute de la personne à côté. Non, absolument pas. Si cette personne-là te bat, c'est parce qu'elle a mieux fait que toi. C'est pas parce qu'elle a mieux fait puis toi t'as moins bien fait. C'est pas parce qu'elle a défait ton équipement ou parce qu'elle a interagi avec ton juge ou whatever. Ouais. C'est complètement de ta faute. Ouais. Mais aussi d'être capable de justement. Je dis pas de montrer les fesses sur Instagram ou whatever, mais genre. Non, mais. Tu sais, que le contenu que tu partages, ce soit pas juste une belle photo avec une petite courbe de motivation. Que ce soit plus que ça, puis ton entrevue que tu fais avec quelqu'un. Ben, que tu sois en train de partager. Ça prend une personnalité, je pense. Ça prend... Puis en fait, tout le monde a une personnalité, c'est juste le monde ne le met pas assez de l'avant parfois. Ouais. Puis avec les médias sociaux, c'est juste c'est d'aller là, c'est d'aller montrer qui t'es, qu'est-ce que tu penses vraiment. Puis encore une fois, je leur dis en restant respectueux sur tous les points, parce que c'est pas tout le monde va avoir ton opinion. Il y a des choses que tu vas dire qui font du sens pour certains et pas de sens pour d'autres, c'est correct. Ouais. Mais tant qu'en qu'athlète, tu sors pas, tu montres pas ce que tu vaux, ce que tu peux faire, comment tu le fais, c'est sûr qu'aller d'une compétition à l'autre, ou te faire inviter à des compétitions va être plus compliqué. Oui, absolument. Faire inviter, c'est ça, parce que les événements, maintenant, ils invitent les gens. Certains événements, ils en invitent, d'autres en invitent pas. Parce que ça crée un exposure aussi qui incite d'autres compétiteurs à aller s'inscrire. D'autres compétiteurs, d'autres athlètes, des spectateurs aussi, tu sais. Ouais. Les superstars, là, si on veut. C'est le fun d'avoir du monde comme Vellner, tu sais, puis on l'a vu, encore une fois, super transparent, on l'a vu à l'édition 2018 de la classe. À cause du changement de saison, en fait, il n'y a pas d'athlètes professionnels qui se sont déplacés parce qu'on tombait en plein milieu du premier changement, que là, il y avait des événements sanctionnés, on n'était pas sanctionnés, puis là, il y avait des compétitions 2 semaines après qui faisaient que le monde se classait pour les Games. Ouais, c'est pas ça. Il y a eu un effet négatif sur la vente de billets, tout simplement. Ouais. Parce que là, les gens voyaient qu'est-ce qui s'en venait, justement. Les gens voyaient ce qui s'en venait, les gens se déplacent pour des gros noms, c'est correct, c'est à ça que ça sert. Ouais. Puis ils se déplacent un petit peu moins pour les locaux, c'est un petit peu plate, mais c'est la réalité. Puis en tant que Canadien, puis en tant que les Canadiens, pour, mettons, se classer pour ces compétitions-là, est-ce que là, tu vois qu'il y a plus d'opportunités, justement, pour y aller? Pour aller aux Games directement? Ouais. On a des super bons athlètes au Canada. Pro 1 ont gagné un événement sanctionné. Ouais. Cédric a fini 2e à Jeune Blanc. Low Throwdown? Ouais, au Lowland Throwdown. Ah, il est allé? Ouais, il est allé, il a fini 2e. Il était premier jusqu'au dernier workout. Est-ce qu'il est fini premier? C'était-tu quelqu'un qui avait déjà classé? Non. C'est vraiment le premier qu'ils ont pris. Ouais. Mais là, on voit que plus que les événements arrivent, là, finalement, ça devient comme pas plus facile à gagner, mais comme il y a de moins en moins d'athlètes qui y vont parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui sont classés. Ça. Exact. Il y a ça qui rentre en arrière. Ça va faire qu'il y a des athlètes qui vont se prendre de plus en plus parce que l'athlète qui est allé aux Games depuis les 5 dernières années, qui se casse pas pendant l'Open,
qui se classe pas pendant 2 événements sanctionnés, Ouais. il n'y a pas le choix de continuer. Ouais. T'sais, mais il y en a d'autres qui vont se classer open, rester là, faire quelques gros événements, c'est correct aussi. Ouais. Mais finalement, au total, je pense que la prochaine saison va être vraiment représentative de la suite versus ce qui s'est passé à date. Right. Si on backward là, si on backward. Fuck man. Si on rewind un peu justement du premier événement à genre créer un événement sanctionné pour CrossFit, est-ce que tu pensais que tu te rendrais là un jour, mettons à la fin de ton premier événement que tu as créé? Au début, non. Au début, il y a tu voyais pas ça venir, là? Non, du tout. Le but a toujours été d'amener ça gros, Canada. Ouais. Ah ouais, hein, dès le début? Ouais, j'ai toujours une vision plus canadienne que québécoise. Ok. J'aime beaucoup le Québec, mais le Canada en tant que tel finit par avoir plus de monde, finit par avoir un plus gros potentiel, finit par mettre plus de monde sur la map, finit par avoir une plus grosse communauté. J'hésitais justement à ce qu'on fasse le podcast en anglais pour justement peut-être aller reach du monde un petit peu plus au Canada. D'ailleurs, mes codes d'écoute sont plus élevés à l'extérieur du Québec. Non, mais à l'extérieur du Québec, il y a du monde francophone ailleurs. Beaucoup de monde francophone. Ailleurs, J'ai eu, je suis en discussion avec Jason Kane de CrossFit, Reebok CrossFit 306. C'était en Alberta, ça? Ouais, c'est en Saskatchewan. Saskatchewan, holy shit. En fait, le premier message que j'ai envoyé à Jason, j'ai envoyé tout en anglais, puis il m'a répondu en français. Je suis comme, tu parles français, toi? Ouais? Il vient genre de Châteauguay, ça arrive ça. Ben voyons donc. Fait que tu sais, ok, fait que si ça se rend là, il y a du monde partout qui parle français. Là, absolument. Il y a plein de communautés francophones en Ontario. Là. Ouais. Mais non, bref, on revient à ton process justement. Là. C'est ça, fait que tu sais, il y a eu Big League, il y a eu Zoo Battle. Puis quand on est arrivé à Class Project, que j'ai changé de partner dans l'aventure, la vision était vraiment plus mondiale, canadienne, mondiale, vers quoi on s'en allait. Okay. Je te dirais que CrossFit sanctionné, réellement c'est comme un aboutissement qu'on visait qui n'existait pas, mais c'était vers ça qu'on voulait s'en aller. On voulait s'en aller vers créer les régionaux qu'il y avait au Canada avant, créer comme la compétition la plus prestigieuse dans l'Est du Canada, qui n'existe plus depuis 2018. Ouais. Fait qu'il n'y a plus de régionaux. Fait que le but c'est de prendre cette place-là, puis ramener tout le monde à ce que c'était à Toronto dans les années où ce que. Est-ce que ça prend du support, mettons, de la communauté canadienne, québécoise? Beaucoup québécoises, canadiennes aussi. Puis en fait, une des choses qu'on est en train de faire pour les équipes qui vont se classer pour Atlas Games en 2020, il va y avoir un événement au Nouveau-Brunswick, un événement au Québec, un événement en Ontario, puis un événement en Saskatchewan où, en tant qu'équipe, tu vas pouvoir te classer. Holy shit, hein? On commence avec 4. Le but, c'est qu'il y en ait peut-être plus éventuellement. Mais présentement, c'est comme 4 gros événements qui se déroulent dans ces places-là, qui sont établis, qui ont des belles communautés. Fait qu'on s'en va. Il va y avoir Reebok 306 avec Jason King qu'on a parlé. En Ontario, il va y en avoir un avec Element CrossFit. Il va y en avoir un avec Synergie Performance au Québec. À Trois-Rivières, ça. Ouais, à Trois-Rivières. Puis avec le D-Town Throwdown à Moncton. Qui est CrossFit 3QM. Fait que ça, c'est comme. C'est notre façon un peu de redonner à la communauté, d'impliquer la communauté là-dedans, puis dire ok, fait que nous autres on se classe à cet événement-là, puis le but c'est que ce monde-là s'en vienne avec d'autres mondes, qu'on ramène un peu du monde de partout au Canada. Mais là, de ce que tu me dis, là, puis justement pour avoir été dans le monde de l'événementiel, là, comment tu fais pour gérer tous les autres business en plus de gérer ça? C'est compliqué. C'est dur, hein? Mais je veux dire, il doit y avoir une certaine ordre d'importance ou ils ont toutes la même importance à ton avis? Ben, à mon avis, ils ont toutes la même importance. Ouais. J'ai des partners dans chaque business. Il y a des business que je mets plus de temps, des business que je mets moins de temps. Je te dirais que le gym, c'est la business que je mets le moins de temps des trois. Ouais. J'ai beaucoup amélioré ma gestion de temps dans les derniers mois plus que les dernières années. OK. On essaie de déléguer aussi de plus en plus parce que tout faire, c'est impossible. T'es-tu un bon boss? Non. Non? Non. Comment ça? J'y travaille, en fait. Ouais.
Problème de délégation, de la misère à déléguer. OK. Puis tu t'améliores avec ça? Comment tu t'améliores avec ça? Je me force à déléguer. Je me force à déléguer puis à essayer de donner des tâches précises de ce à quoi je m'attends. Tu sais, c'est souvent ça. En fait, mon problème, puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que en tant que boss, que ce soit avec des bénévoles ou avec des employés, le pattern est le même, c'est le même leadership à avoir. Ouais. Si la personne à qui tu donnes une tâche, tu expliques pas exactement ce que tu as besoin, puis à quoi tu t'attends comme résultante, ben cette personne-là pourra pas mal faire sa tâche. Ouais. Parce qu'elle sait pas. Si je te dis, on arrive ici, je te dis peinture de la pièce. Puis je reviens 2 heures plus tard, la pièce est peinturée bleue, mais je la voulais verte. Ouais. C'est pas de ta faute. Ouais, c'est un bon exemple. T'as peinturé, t'as fait ce que t'avais à faire, mais le résultat est pas bon parce que je peux aller plus loin dans tes détails. Mais je veux dire, ça, est-ce que ça crée des frustrations, justement? Qui a fait en sorte que justement, tu as dû travailler sur cette délégation-là, entre guillemets? Non, pas de frustration. Non? Non, c'est plus... Tu savais que c'était à cause de ça, mettons, que certaines... Ouais, il y a bien des choses qui sont mal allées, peu importe la business. Ouais. Que je suis capable de comprendre maintenant, à l'époque non. Ouais. C'est ça, c'est plus un manque de bien dire les choses puis d'apporter la bonne réponse au bout de ça. Puis c'est quoi, y a-t-il des trucs justement, tu me disais avant qu'on commence que tu écoutais le podcast de To Brain Business, eux autres ils t'aident pas mal, mettons moi je les ai pas écoutés mais ça me donne le goût de... Ouais vraiment, eux autres, To Brain Business c'est spécifique sans entraînement CrossFit. Ouais. Mais c'est de la business globale qui, peu importe ce qui se passe dans un gym, va être applicable sur Atlas, va être applicable sur Field 50. Ouais. C'est le même pattern partout, le service est différent, le produit est différent, mais la relation client, relation employé, ça reste tout le temps la même chose. Puis c'est quoi cette relation-là? C'est-tu un peu de se séparer émotionnellement de tout ça? Faut que ça reste un peu émotif. Faut que... Comment je dirais ça? Oui, il faut que tu te sépares émotionnellement. Uh-huh. En fait, tes employés sont pas supposés être tes amis jusqu'à une certaine limite, jusqu'à un certain point. Souvent, tu t'entends bien avec tes amis, fait qu'ils deviennent des employés. C'est ça. Fait que tu sais, mettons, se séparer émotionnellement, être capable de faire la distinction entre telle personne employée, la même personne amie. Ouais. La même chose avec tes clients. Que ce soit des membres de CrossFit, que ce soit des personnes qui viennent voir l'événement, que ce soit quelqu'un qui achète un t-shirt. Ouais. Tu sais, cette personne-là, c'est 3 services différents, mais c'est souvent une personne que tu connais, surtout dans le CrossFit, c'est des communautés. Fait qu'il faut que tu sois capable de faire la distinction entre cette personne-là vient au gym, me paye pour avoir un service, versus cette personne-là, je m'en vais boire un verre avec la fin de semaine. Ouais. Mais je pense que c'est plus facile. En fait, non, je pense pas que c'est plus facile. J'ai l'impression que c'est quelque chose que mettons, l'entrepreneur, le boss, le owner, whatever, est conscient qu'il faut qu'il fasse. Mais je pense que c'est de l'autre côté, le client, l'employé, l'athlète, le spectateur, qui lui voit pas ça. Tu sais, il voit pas ça de cette façon-là. Puis c'est de comment... La personne ne met pas l'autorité. Mais c'est d'amener cette personne-là à comprendre. T'sais, tantôt on parlait des attentes, mais si c'est d'amener la personne à comprendre la réalité dans laquelle tu vis en tant que... Si on prend un exemple de propriétaire de gym, de pourquoi tu payes ce montant-là pour ce service-là. Qu'on soit ami, qu'on soit pas ami, le service sera pas... Si présentement, en fait, il y a bien des discussions sur les rabais d'un gym et tout. Que tu sois ami, que tu sois pas ami, que whatever, tu viennes tant de fois par semaine, le service que tu vas avoir à chaque fois que tu vas venir va être le même. Ouais. Fait que tu me donnes 50$ parce que tu es mon ami versus l'autre personne à côté qui me donne 100$ parce qu'on se connaît pas. Ouais. Ça va être le même. Ça va créer des frustrations pour la personne qui n'est pas ton ami aussi. Mais c'est exact, c'est exactement ça. Puis en tant qu'ami, tu devrais comprendre que tu es supposé payer le même prix. Ouais. Tu sais, quelqu'un. Ouais. C'est un autre exemple que j'avais vu dans. Je suis pas sûr que c'est un podcast. Mais l'exemple d'un propriétaire de bar qui a un ami qui vient boire une bière à chaque soir à son bar. Ouais. Puis qu'à chaque fois il demande une bière gratuite. Ouais. Ben un jour, le propriétaire de bar va juste donner de l'argent à cette personne-là, puis il va dire achète ma bière. Fait qu'en tant que tel, si je te donne une bière, je te donne de l'argent.
Fait que en tant qu'ami, tu devrais comprendre que c'est un salaire qui rentre pour cette personne-là. Ouais, il faut payer les dépenses en arrière de ça. C'est pas juste je fais rien puis je me le mets dans les poches puis après ça je le dépense. Ouais. Il y a des dépenses qui suivent. Fait que, en tant qu'ami, en tant que famille, souvent, tu es supposé faire le lien que la personne a besoin de cet argent-là pour faire vivre sa famille. Puis que oui, il va y avoir des rabais, oui, il va y avoir des retours à long terme, mais que sur le moment, paye ce qui est supposé être payé. Consomme le produit ou le service que tu es supposé consommer via cette personne-là, tu vas l'encourager, puis ça va te revenir. C'est sûr que ça va te revenir. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi, tu sais, il y a des behind the scenes par rapport à des événements, mais il y a des behind the scenes dans une business comme un centre d'entraînement ou mettons une compagnie de vêtements, je suis sûr, parce que le temps que tu vas faire pour créer le profil de cette personne-là pour qu'elle puisse s'inscrire, le logiciel que tu utilises pour que cette personne puisse s'inscrire, l'électricité, le chauffage, le coach que tu payes, whatever, toutes ces choses-là, tu sais, au bout de la ligne, ça a un gros. Je sais qu'il y a plusieurs coachs là, qui font ça, surtout, tu sais, je pense que moi je retiens ça de Charles Poliquin, c'est que lui, il faisait une donation de je sais pas de combien de pourcents de son salaire. Ah oui? Ouais. Il y avait des donations puis pour des bonnes causes. Il changeait souvent les causes pour lesquelles il donnait. Okay. Puis je me souviendrai toujours de l'entrevue qu'il avait faite puis que la personne avait demandé pourquoi il faisait ça. Puis il disait « tu reviens tout le temps un jour ». Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu un retour. Puis lui, c'était souvent par rapport à des trucs athlétiques. Ouais. Fait qu'il finissait par avoir d'autres clients, il finissait par à se faire plus connaître. Il donnait un séminaire gratuit parce que dans le fond, c'était un peu sa façon de leur donner. Ouais. Puis là, finalement, dans la même semaine, il a donné une formation qui a été payée. Ouais, exact. Parce que ça l'a jasé. Fait que je pense que ça, c'est important aussi à reconnaître, mais justement, tu devrais comprendre ça en tant que. Ouais, je pense que la relation va être beaucoup plus facile aussi en tant qu'ami si tu comprends la réalité des deux côtés. Ouais. Que s'il arrive quelque chose, ben, tu sais pourquoi que ça arrive. Si le prix augmente, tu sais pourquoi que ça arrive. S'il y a un conflit, whatever, tu sais où est-ce que ça s'en va. Puis toi, rêveur comme que tu vois ça où aller, dans le fond, dans les prochaines années, mettons, je sais pas, j'ai essayé de dire dans 5 ans où tu te vois, mais pour vrai, dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, tu te vois où avec Atlas, avec tous ces événements sanctionnés-là? Être encore là, parce qu'il n'y a rien de garanti, en fait. Ouais, c'est pas un contrat de 5 ans qu'on a signé, on a un contrat d'1 an. Objectif 1, c'est d'être encore là. Ouais. Fait que pour 2021. Objectif 2, c'est de grossir l'endroit où on va le faire. OK. En fait... au stade olympique. Au nouveau stade olympique. Y a-t-il un nouveau stade olympique? On va parler qu'il y avait une nouvelle équipe de base qui s'en va. Ah ouais. Stade olympique, c'est trop gros. Là. Ouais, c'est gros maudit. Hein. Mais non, fort probablement que cette année, l'événement va être à la Place Belle, à Laval. Ouais. Mais ce ne sera pas la Place Belle complète. Et où ça va être l'amphithéâtre de 2500 personnes qui est à côté. OK. Mais c'est un amphithéâtre super sharp. Fait que le but éventuellement, c'est juste, disons qu'on reste à la Place Belle, c'est d'avoir au lieu de 2500 personnes, d'avoir 5000 personnes dans les estrades. Puis peut-être le Centre Bell à Montréal un jour, tu sais. Ouais. Réellement. Ouais. Ça, ce serait comme un objectif à atteindre. Ouais. Pour Atlas, c'est pas mal ça, tu sais. Garder l'événement en vie à long terme, le garder sanctionné, avoir de plus en plus de gros athlètes, de plus en plus de spectateurs, pousser les jeunes au Québec et au Canada à aller vers un niveau élite. C'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi. Là. Autant qu'on va avoir des masters, qu'on va essayer de mettre sur la map le top des masters canadiens, un petit peu dans le monde aussi, parce qu'il y a du monde de partout qui vont s'inscrire. Ouais. Le but, c'est d'amener les jeunes vers le sport et non juste... Oui, commencer par l'entraînement, mes enfants, mais après ça, les amener. Pour avoir été à un événement de Wodapalooza l'année passée, j'ai trouvé que c'était tout le build-up qui a fait en sorte que le côté spectateur était agréable, dans le sens que il y a plusieurs gyms dans les entourages. Puis dans les entourages, je parle de comme même à genre 20-30 minutes plus loin que la place d'événement, où ce qui offrait justement...
aux gens de venir s'entraîner au gym, puis à donner des espaces open gym, parce qu'on s'entend que les athlètes qui vont compétitionner au Wodapalooza ont besoin aussi de faire leur préparation. Ils vont pas faire un cours de groupe. Ils ont besoin de cet espace-là. Puis je sais qu'il y a plusieurs gyms qui encourageaient ça, puis qui publiaient là-dessus. Fait que ça te met dans un vibe vraiment agréable. Puis tout ce qui est autour, tu sais. Puis fait que quand tu parlais justement le sport que les gens peuvent avoir, comme Laval, c'est pas bien loin, il y en a pas mal de gyms autour. Là. Laval, à Laval, il doit y avoir. Mettons, Laval et environ, en restant sur la rive nord, il doit y avoir une dizaine de gyms affiliés. Oui, puis même si les personnes veulent rester à Montréal pour profiter. C'est ça, si tu veux rester à Montréal après ça, Montréal, il en pleut des gyms. Ouais, puis encourager ces gens-là qui viennent se dire, ok, est-ce qu'on est au gym, après ça on va là-bas. Puis... Tu sais, tantôt on parlait de la communauté, je pense que ce que tu apportes là, c'est un bon point aussi, c'est que, tu sais, au-delà d'avoir des bénévoles, au-delà d'avoir du monde, pendant l'événement, on veut que les gens s'impliquent aussi en dehors de l'événement. Sans le demander. Sans le demander, puis c'est pas vraiment qu'on va le demander en fait. C'est pas vraiment qu'on va réussir à le mettre de l'avant. Je suis sûr qu'en Floride, c'est pas de même. Je suis sûr que les gyms, c'est automatique. Les gyms, ça doit être automatique. T'sais. Disons, en Floride aussi, le pattern est le même. Tu te loues un hôtel, tu es là, tu vas chercher le gym le plus proche de ton hôtel, tu chercheras pas nécessairement le gym le plus loin. Ouais. Puis après ça, tu vas y écrire, tu vas savoir, on est là pour Wodapalooza. Ouais. Peux-tu venir s'entraîner? Ouais. C'est des gyms pour. Tout ce pattern-là dure une semaine. Ces gyms sont prêts à dire go pour la semaine. Mais oui, let's go, là. Ça va juste créer des relations. Pour avoir été. J'ai été au Panama un été avec ma blonde. Puis on est arrivé à Panama City. Première chose qu'on a été faite, on a été s'entraîner dans un CrossFit. Au PTY? Non, je me rappelle même pas du nom. Parce que le gars du CrossFit Reebok PTY, il vient de se classer pour les Games du Panama. Là. Il est champion national. Puis on a été s'entraîner le matin. On a parlé avec le coach qui était sur place. Ouais. On a parlé pendant à peu près 1 heure après le training. On lui a juste demandé qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis tout. Ouais. Puis il nous a expliqué ce qu'il y avait à faire pendant 1 heure. Puis à un moment donné, il a juste dit fuck it, je vais venir avec vous autres pour 2 jours. Puis il a juste callé un coach pour qu'il coach le reste de sa journée. Il est venu nous chercher à l'hôtel en auto. Puis il nous a fait faire le tour de Panama City pendant 2 jours. Ah, c'est hard, ça. Fait que tu sais. Ça, c'est next level. Ça, c'est next level, mais tu sais, c'est ça que c'est supposé être la communauté. C'est pas. Ouais. Tu vas pas dans un gym pour faire des affaires, pas parler à personne. Puis cette personne-là, en fait, on est en contact encore avec. Il est venu à Montréal en 2017, si je ne me trompe pas. Il est venu à Montréal pour 3 jours. Il était agent de bord, fait il était juste là. Il est venu coucher chez nous pendant 3 jours. On était voir le Canadien au Centre Bell avec. T'sais, on lui a fait faire le tour de Montréal. On a reçu. On a donné tout de suite. Ouais. Mais au Costa Rica, ça m'est arrivé la même histoire avec le gars au gym. Il nous a fait le tour du quartier complet. Il nous a ramené à notre auberge. Il nous a amené manger ce qu'il allait manger tout le temps. C'était pas aussi long que 2-3 jours, mais tu sais, comme. Mais c'est ça des choses qu'on n'aurait jamais faites sans avoir quelqu'un de la place. Ouais. Nous autres, c'était comme. On serait sortis, on aurait visité des choses, mais là. Ouais. On croisait des voyages touristiques de groupe, puis on les croisait à sens inverse, puis ils disaient non, allez pas là, on va aller comme manger ailleurs. Puis... Ouais. Mais ça, t'en vas au Panama, avec le canal. Ouais. Ouais, c'est pas cher. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire là. C'est cher, là, il t'envoie là. Tout le monde y va, puis tout le monde est comme. Des singes, puis des gros bateaux. C'est tout. C'est tout. Alright, Alexis, on va faire un petit wrap-up. Puis moi, j'ai 4 questions. Tu me réponds sur le coup, tu peux y penser un peu. Fait que je suis tellement pas spontané. Ouais, t'es pas spontané. On va aller même pour la première. La première, c'est quelle est ta chanson thème? Quelle est la chanson qui part quand tu rentres dans une pièce dans les oreilles des gens? Que les gens... Ou même ta tune préférée au pire, là, la tune qui te représente. Et là là. C'est rough, hein? C'est un long segment sans parole. Je vais mettre un bruit de je suis très... réellement, j'ai pas de réponse parce que j'écoute n'importe quoi comme musique. Je vais écouter du dance en même temps que du rap, en même temps que du punk rock. Je dirais que ça va dépendre de la pièce et du mood. J'ai réellement pas de réponse. T'as pas de highlight? Non, je vais y penser, je vais trouver une réponse. Parfait, tu me reviendras avec ça. Si t'avais un repas à manger pour le restant de tes jours, c'est tout le temps ça que tu manges, matin, midi, soir, collation, c'est quoi? Puis t'as pas de conséquences au repas quoi, n'importe quoi. Vraiment du risotto. Ah ouais? Avec quoi? Probablement
probablement n'importe quel. Ah ouais, hein? Si ça allait être ouais. le même tout le temps, là. En fait, si ça allait être le même tout le temps, probablement quelque chose avec les saucisses italiennes et les courges. Ah ouais. Ouais. Nice. T'es un gars de courge. J'aime bien les courges. Puis, ok, cool. Qui est ton athlète de CrossFit féminine préférée? Tu peux être biased, là, si tu veux. J'avais un athlète de CrossFit masculin préféré. Ouais, mais là, c'est féminin. Je demande aux gars les filles, puis les filles les gars. Ah ouais? Même ça marche. C'est sexiste, ton affaire? Ouais, mais hein. Athlète féminine préférée, Margot Alvarez. Ah ouais? Oui. Ouais, hein? Très fort. Ta soeur sera pas contente. Tu seras pas fâché. Elle écoutera peut-être pas le podcast. Peut-être pas non Ou plus. tu y enverras, tu diras, tiens, toi. Tiens, je vais juste envoyer le segment. Ah ouais. Je vais la taguer. Je vais mettre juste ce segment-là. Ça va être la pub. Nice. Puis, si tu avais un pays dans lequel tu déménagerais pour le restant de tes jours, ça peut pas être au Canada, bien sûr. Lequel ce serait? Hawaii. Oh, fait qu'aux States. America. Hawaii. C'est aux States, oui, Ouais. mais c'est comme pas la même chose. Ouais, t'habiterais à Hawaï, toi? Ouais, hein? N'importe C'est- quand. Ce petit vibe-là, Pokéball, pis tout le kit. Ouais. On a été Nice. 2 semaines là-bas, puis avoir pu rester là-bas, je serais resté là-bas. Cool, man. Fait que, comment qu'on peut te suivre, Alexis, pour voir la suite des choses avec tous les événements? Est-ce que tu as un livre à vendre? J'ai pas de livre encore. T'as pas de livre encore? Non. The Story of the Atlas Games. Peut-être dans une couple d'années. Peut-être dans une couple d'années. Fait que les gens peuvent te suivre at CrossFit Atlas Games. Ok, c'est rendu CrossFit Atlas. Ouais, c'est du CrossFit Atlas Ok. Games. En tant que personne, je suis pas super actif sur les réseaux sociaux, fait que Fait qu'on suit Atlas Games. moi, à on suit place. Atlas Games. On peut suivre aussi ton brand de vêtements. @filthy50. Ok, cool. C'est pas mal ça. C'est pas mal les deux places qui vont avoir des choses qui bougent. Nice. Cool, man. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. C'était bien cool. Yeah!